Hello à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. C'est Xav et puis je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du podcast de la bourse. Alors évidemment ne vous inquiétez pas, je ne remplace pas Tino, c'est une petite vidéo exceptionnelle comme j'ai pu, bah voilà, si vous suivez régulièrement depuis plusieurs mois au moins la chaîne de Tino, vous m'avez sans doute déjà vu apparaître à l'écran. Je vous avais fait une petite vidéo en début d'année où j'avais présenté un petit peu ma liste de convictions. Je crois que j'avais présenté une vingtaine de valeurs, ma liste de convictions PEA pour l'année 2026. Et puis plus récemment, il y a peut-être 2 mois, j'avais fait une vidéo sur les small caps. Je vous avais présenté ma liste de suivi des opportunités small caps françaises, et où en fait l'idée c'était de regarder une quinzaine de graphes de small caps françaises pour voir détecter éventuellement d'éventuelles opportunités en vue de passer à l'action sur l'un ou l'autre de ces titres. À chaque fois, 2 vidéos qui ont beaucoup plu. Donc on s'est dit, c'est un format qu'on va un petit peu essayer de réitérer, sûrement sans doute à l'avenir avec Tino, pour voilà, faire de temps en temps une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire, avec une autre approche que ce que vous avez l'habitude de voir semaine après semaine. Euh, voilà pour ça. Donc évidemment pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas et qui me découvrent aujourd'hui, bah, très rapidement 2 mots sur moi. Donc bah, moi là je m'appelle Xavier, ça fait bientôt une dizaine d'années que j'ai commencé à investir en bourse. Donc avec le temps c'est devenu une passion, et puis j'ai la chance aujourd'hui de réussir à vivre de ça, et puis d'activités annexes, mais en lien avec la bourse, et en lien avec aussi différents confrères, différents collaborateurs. Et puis bah, avec Tino, je dirais que ça fait plusieurs années qu'on se connaît, sans doute au moins 5 ans. Et puis ça va faire maintenant 3 ans et demi, 4 ans qu'on travaille ensemble sur de plus en plus de projets, sur de plus en plus de sujets, pardon. Notamment aussi donc je suis membre depuis 3 ans et demi, 4 ans de l'équipe d'experts MTT. Donc bah, voilà les programmes d'accompagnement MTT dont vous avez sans doute déjà dû entendre parler si vous suivez Tino assidûment, que ce soit voilà, via ses vidéos sur le podcast de la bourse ou sur ses autres réseaux sociaux. Et puis moi, bah, moi je suis un peu ma spécialité, c'est plutôt voilà le swing trading. Je fais beaucoup donc de ouais swing trading, de l'investissement dynamique, trading ou trading opportuniste, comme vous préférez. Les deux sont justes à mon sens. Donc du trading des fois sur des périodicités de quelques jours à quelques semaines au gré de l'évolution des marchés. Et puis à côté de ça, depuis 2 ans et demi, 3 ans, peut-être même un peu plus maintenant, je développe aussi de plus en plus une poche d'investissement moyen long terme à côté, avec des critères de sélection plutôt. C'est souvent des sociétés voilà, que je sélectionne sur des critères fondamentaux qui me plaisent parce que j'utilise au quotidien, par exemple Alphabet dont on parlera plus tard. Voilà, où j'ai une vraie thèse fondamentale derrière, et où par contre j'oriente mes achats et la construction de mes lignes sur des points techniques, des zones d'achat que j'identifie moi-même. Donc voilà pour le petit topo sur moi, sur petite introduction de la vidéo. Et pour terminer, bah du coup l'idée aujourd'hui c'est quoi? C'est qu'on s'est concerté avec Tino, et bah on est en plein milieu de l'été, les marchés sont un petit peu difficiles, comme souvent d'ailleurs à l'été. Contrairement à ce que l'on peut penser, on dit souvent c'est mai, la période la plus, c'est mai, c'est un mois très difficile. Bah, cette année par exemple, ça a été plutôt un excellent mois. Et l'été, moi je trouve maintenant avec l'expérience, l'été est souvent un peu plus compliqué. Voilà, on a ce creux là en plein milieu de l'année, juste avant les publications du deuxième trimestre, du premier semestre, pardon, qui vont bientôt démarrer à la fin du mois de juillet, et qui vont un peu driver le reste de l'été et la rentrée. Et donc ce qu'on se disait, c'est que voilà, période de marché un petit peu plus compliquée, des marchés où on a eu beaucoup d'événements cette année, avec d'un côté la guerre en Iran tout de suite en février, et puis l'envolée des prix du baril, et dans un premier temps un petit crack on va dire sur les marchés, même si ça a vite été compensé par l'essor, l'engouement des investisseurs et du marché pour l'intelligence artificielle, l'IA et la tech.
Voilà et puis bon, bah, depuis, donc ces valeurs-là qui se sont beaucoup de valeurs du pan technologique qui se sont littéralement envolées. Et puis maintenant depuis quelques semaines, bah, ça redevient, comme dit, ça redevient un petit peu plus compliqué. On a un peu le revers de la médaille. Des marchés qui sont un petit peu plus sélectifs, qui commencent à regarder, dans un premier temps tout s'est envolé, puis maintenant le marché commence à regarder plus profondément, mais bon, est-ce que ça c'est justifié? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce que ça va être mieux à l'avenir, et cetera, et cetera. Et donc des marchés qui sont en phase, qui passent d'une phase euphorique à une phase de correction, avec beaucoup de titres du côté, bah, de la tech américaine, de l'IA, qui perdent parfois, qui ont perdu, qui ont retracé déjà -40, -50, -60, parfois plus % par rapport au record récent. Et bah, c'est un peu la thématique, l'idée de la vidéo, c'est de s'intéresser un peu. Donc on part du côté, vous l'aurez compris, du côté des États-Unis, du côté de la tech américaine, mais il y aura un peu de tout, hein. Il n'y a pas, bon, maintenant toute la tech américaine est quand même sensiblement plus ou moins liée à l'intelligence artificielle, mais il y a un peu, voilà, il y a pas que des valeurs spécialisées IA. On va faire un petit peu de, j'essaie de faire un peu divers et varié pour que ça puisse correspondre à tout le monde. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est de regarder maintenant sur ce pan-là, donc sur la tech américaine, est-ce qu'il commence à y avoir des opportunités, faire un peu un point de marché, un point technique sur je vous ai sélectionné 15 valeurs, du coup, on va commencer par le Nasdaq tout de suite après, juste un petit point sur l'indice de référence, mais sinon une quinzaine de valeurs qui moi, pour le coup, que je connais toutes plus ou moins, ne serait-ce que dont j'ai pour la plupart été déjà actionnaire, d'autres je le suis, des valeurs que j'ai déjà tradées pour la plupart, d'autres où je suis encore actuellement actionnaire, je vous le dirai quand c'est le cas par souci de transparence évidemment envers vous. Hem et puis voilà, je crois qu'on a fait donc comment j'ai fait la sélection, hein, en gros, c'est que bon, la plupart, c'est des sociétés que je connais, ou que je trouve intéressantes pour plein de raisons. Évidemment, l'idée là, c'est pas forcément de s'attarder, on fait pas une vidéo où on va développer, où l'idée c'est de développer une thèse fondamentale, une thèse d'investissement fondamentale, mais plutôt regarder des points, plutôt une thèse technique, plutôt regarder des points techniques. Même sur certains titres, évidemment, je serai obligé de faire un petit peu, de expliquer présenter la valeur, ce qu'elle fait, etc., pourquoi je la trouve intéressante et pourquoi je vous la présente. Et donc, bah écoutez, voilà, en gros l'idée c'est, est-ce que dans la baisse récente des marchés, est-ce qu'on commence à avoir des opportunités techniques de ce point de vue-là, parce que vous savez, les marchés fonctionnent toujours dans l'excès, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc après l'excès haussier, est-ce qu'on commence à avoir des excès baissiers ou pas d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des valeurs, ou plutôt on va aussi essayer de s'y intéresser si jamais elles vont plus bas? L'idée c'est de cadrer un peu techniquement tous ces titres-là que je trouve intéressant, pour des raisons comme dit, bah, soit techniques, parce que si on revient sur certaines zones ce sera vraiment beau, soit ou alors pour des raisons et techniques et fondamentales, parce que d'un côté le technique m'intéresse et que je trouve que c'est des sociétés qui sortent un peu du lot. Voilà, encore une fois, bah, j'espère que ça vous plaira, que vous passerez un bon moment. Encore une fois, juste pour que ce soit bien clair, on s'intéresse, on cherche ici à développer une thèse technique plutôt qu'une thèse fondamentale. L'idée c'est pas de vous convaincre sur des fondamentaux, mais plus de dire: «Bon, bah, cette société-là, elle peut être intéressante fondamentalement, et cetera». À vous éventuellement de faire vos propres recherches derrière. Si la petite intro le petit, la petite présentation de la société que je fais à chaque fois vous plaît, vous dites: «Ah tiens, ça c'est intéressant, je vais aller creuser derrière». Encore une fois, là, l'idée c'est plus de dire: «Cette société-là en particulier, indépendamment de ce qu'elle est, elle serait intéressante pour X ou Y raison technique». Voilà pour le topo. Et bah, écoutez, on attaque tout de suite avec le Nasdaq, donc l'indice de référence, le Nasdaq 100 pour le coup, l'indice de référence de la tech, des sociétés de la tech américaine, hein, donc toutes les plus grosses sociétés, du secteur, du secteur sont dedans. Voilà, bah, écoutez, en fait, c'est ça qui est assez, qui peut être des fois assez frustrant. C'est pour ça que moi, les indices, je trouve que plus le temps passe, moins ça a d'intérêt de regarder les indices, parce que la pondération, ils sont devenus tellement concentrés sur, seulement quelques valeurs, qu'en fait, bah, les variations au jour le jour ne sont pas plus représentatives du tout on va dire,
de ce qui se passe, de la généralité du marché, quoi. C'est-à-dire que là, bah voilà, vous avez le Nasdaq, on est à moins, c'est ce que je vous expliquais, quoi. On est à le Nasdaq, bon, on fait quand même moins 1,4% aujourd'hui. Là, donc j'enregistre la vidéo, il est jeudi 19h50, donc vous l'aurez sûrement, vous, je pense, demain matin, vendredi matin. Donc on est à moins 5,5% des derniers records historiques. Donc vous me direz, il n'y a pas mort d'homme. Alors c'est vrai, évidemment, techniquement, ça tient plutôt bien. Vous voyez, on est dans une sorte de triangle, une sorte de drapeau, on peut appeler aussi ça. Certains disent triangle, d'autres disent drapeau. Donc moins 5,5% depuis les derniers records. Et pourtant, à côté de ça, on a énormément de valeurs, vous allez le voir, qui se sont fait mais littéralement exploser, que ce soit ces dernières semaines ou pour d'autres ces derniers mois. Et donc c'est ça qui est des fois un petit peu frustrant, c'est que moi je trouve que les indices sont plus du tout représentatifs, encore une fois, de la généralité du marché, parce qu'ils sont tellement concentrés sur X ou Y valeur. L'intérêt là pour moi, ce sera juste de dire plutôt que là où ça peut être intéressant de regarder, c'est plutôt de se dire, là avec le cadrage que j'ai fait, c'est plutôt de dire bon bah voilà, on a un triangle. Là j'ai délimité quoi, j'ai aussi tracé des zones. Bon là il y a un énorme support. Je pense que pour revenir, s'il fallait qu'on sorte par le bas de ce triangle, qu'on revienne sur la grosse zone de support graphique là des 26 200, on va dire, je pense pas que, bon, rien n'est jamais certain en bourse, mais j'ai du mal à imaginer qu'on puisse maintenant faire un tel mouvement après déjà les retracements qu'on a eu, les consolidations, les respirations qu'on a déjà eu à droite à gauche, qu'on puisse faire un tel mouvement d'un point de vue seulement point de vue seulement technique. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait, voilà, techniquement parlant, ça me paraît compliqué qu'on fasse une respiration technique du Nasdaq, qu'on revienne voilà, sur les 26 200. Je pense que si ce mouvement-là devait se passer, il sera, je pense, accentué par un élément fondamental, je sais pas, voilà, le regain de tension en Irak, en Iran, pardon, ça s'emballe un petit peu, les marchés qui repartent à la baisse, ça panique un peu. Il y a quoi d'autre en ce moment? Il y a les marchés obligataires, c'est un peu compliqué. On a de tensions sur les taux obligataires, ça c'est pas bon non plus pour les actions. Il faudrait pas trop que ça s'emballe, ça créerait ça pourrait créer des gros dégagements, grosses vagues de panique aussi sur les actions. Donc voilà, c'est un petit peu ces éléments-là. Et puis on n'est jamais à l'abri non plus d'un signe noir, je sais pas, d'une récession inattendue, statistiques économiques du jour au lendemain bien plus mauvaises que prévu pour X ou Y raison. Voilà, je pense que c'est un élément, disons, fondamental qui pourrait amener un tel mouvement. J'ai du mal à voir juste le Nasdaq maintenant casser ça par le bas et techniquement enclencher une baisse et revenir sur les 26 200 et que ça se passe purement techniquement. Par contre, si pour X ou Y raison, il fallait qu'on sorte, c'est à ça que voilà, on en revient à nos moutons. S'il fallait que, c'est là où c'est encore, je trouve, intéressant de surveiller un indice comme le Nasdaq, pas forcément au jour le jour, mais par contre sur des grosses cassures de résistance ou de support, comme ça, voilà, si on cassait maintenant, si on sortait de ce triangle-là par le bas et qu'on perdait voilà, 2-3% de plus, qu'on allait peut-être fermer les gaps, là, les gaps qu'on a laissés ouverts en mai. Pourquoi pas je pense qu'il y aurait une grosse vague de baisse sur la plupart, une grosse vague de baisse supplémentaire, un gros potentiel baissier supplémentaire sur la plupart des valeurs de la tech, même si aujourd'hui elles ont déjà, pour certaines ont déjà entamé, comme je disais, des fois des respirations, ont déjà perdu la moitié de ce qu'elles valaient il y a encore quelques semaines. Et inversement, pour moi, pour une vraie reprise sur la tech de manière générale, je pense que ça ne se produira pas avant d'un par passage au-dessus des 30 000 points pour le Nasdaq et qu'on arrive à accélérer, voilà, qu'on sorte de ce micmac par le haut et qu'on arrive potentiellement à accélérer direction les plus hauts récents. Ça pourrait être quoi? Voilà, fin de consolidation, les marchés qui se rendent compte que finalement l'IA, il y a encore du potentiel, je sais pas, que des grosses valeurs, que des Meta, des Nvidia, les valeurs qui pèsent très cher dans l'indice, c'est pas si cher que ça et que ça pourrait, voilà, entraîner une nouvelle vague d'achat et catalyser, tirer à la hausse le reste des valeurs tech. Donc voilà un petit peu pour le cadrage sur le Nasdaq. Et puis bah, si vous le voulez bien, on va directement attaquer à la sélection de valeurs que j'ai décidé de vous présenter. On commence tout de suite donc dans l'ordre chronologique pour pas être trop emmerdé par les variations. L'ordre chronologique, bah, tout de suite on commence avec Alphabet. Alors Alphabet, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas, Alphabet, qu'est-ce que c'est? C'est le
conglomérat, hein, un grand conglomérat technologique. Donc il regroupe par exemple Alphabet, dedans vous avez Google, vous avez YouTube, vous avez Gemini pour la partie chatbot IA, peut-être que certains utilisent Gemini. Puis vous avez aussi plein à côté de ça, plein de participations dans d'autres sociétés. Par exemple, ils ont une participation assez importante dans OpenAI, je crois. Je sais plus si c'est non pas OpenAI, c'est SpaceX, je crois. OpenAI, oui, ils ont peut-être les deux. OpenAI, il me semble, de manière sûre et certaine Microsoft, et puis Alphabet de manière un petit peu, de manière plus sûre et certaine. Alphabet, eux, ils ont SpaceX, et ils ont peut-être une participation aussi dans OpenAI à vérifier. Je suis plus sûr maintenant. En tout cas, moi, c'est une société. Je suis actionnaire depuis très longtemps dans ma partie investissement moyen long terme, hein. J'avais à l'époque acheté la zone ici, un peu la période un peu compliquée de avril-mai 2025. J'ai eu l'occasion plusieurs fois d'en parler dans différentes vidéos, et sachez que nous, c'est un titre qu'on suit aussi de très près, avec les vidéos que je fais toutes les semaines pour MTT, pour les membres MTT, parce que c'est un titre que je cherche à chaque fois à renforcer, avec toujours voilà, une conviction fondamentale sur le titre. Encore une fois, ici, voilà, on s'y intéresse purement techniquement. Alphabet, moi, ce que j'aime beaucoup, bah, pour rien vous cacher, j'avais hésité là à renforcer. Je trouve qu'il y a une grosse zone. J'en ai parlé là aux membres MTT, la zone des 340 $. On revenait sur les anciens plus hauts de février dernier. Donc pour moi, c'est une zone technique assez intéressante. Et je me dis pourquoi pas avec la MM200 qui remonte aussi tranquillement. Pourquoi pas peut-être chercher un petit peu plus bas s'il fallait qu'on fasse, voilà, maintenant là on est peut-être un range entre comme je dis, entre 340 et 370 $. S'il fallait que ça vivote un petit peu comme ça, bah pourquoi pas courant de l'été, début de l'automne, s'il fallait que ça aille un peu plus bas, aux alentours, peut-être chercher voilà un peu plus bas que 340, 345, plutôt la zone des 330 $. En tout cas, moi je suis plus sur ce genre de titre où je développe en plus une thèse fondamentale. Pour le coup, celle-ci, je pense, c'est la seule où je vais développer une thèse aussi fondamentale. Le reste, ce sera purement technique, ou principalement technique. Mais pour le coup, c'est parce que moi j'aime beaucoup Alphabet, et j'en ai depuis longtemps. Donc j'ai peut-être aussi une vision des choses qui est un peu biaisée, ou un peu influencée, on va dire. Mais pour le coup, pourquoi pas. Moi, je suis plus, voilà, dans ce cadre-là, je recherche plus des zones que des points particuliers quand je construis des lignes en plusieurs fois, sur parfois plusieurs mois. Et bah, pour le coup, Alphabet, pourquoi pas, là, si elle revenait sur 330 $, moi, je renforcerais très probablement ma ligne. Et sinon, bah après vous, si vous d'un point de vue plutôt technique, bah support aux alentours des 345, et même c'est pas celle qui est le moins bien orientée là récemment, on doit être à -10 des plus récents. Mais pourquoi pas, pour moi il y aurait une opportunité, hein, si on accélérait au-dessus de 375 $. C'est un titre pour le coup que je vois parfaitement aller bien plus haut au cours des prochains mois, des prochaines années. Voilà, pour la simple et bonne raison que c'est un des grands gagnants de l'IA, et puis bah, il y a un peu des vaches à lait comme Google et comme YouTube derrière qui rapportent énormément d'argent et qui sont pas prêts d'arrêter d'en rapporter. Ensuite, là, on passe sur un profil beaucoup plus spéculatif. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. On est sur Applied Optoelectronics. J'espère que je le prononce bien. Donc là, on est sur un pure player de l'IA pour le coup. Qu'est-ce que fait Applied Optoelectronics? On est dans le domaine plus spécifique. Voilà, c'est une société qui développe des produits photoniques, donc des petits composants électroniques qui permettent enfin photoniques du coup pour le coup, en fait, qui sont amenés à avoir une utilisation, un intérêt croissant, bah, pour l'IA dans les data centers. Pourquoi? Parce qu'en fait, les data centers, c'est quoi? Pour faire tourner l'IA, en fait, on a besoin d'assembler des puces, donc des cartes, comment on peut appeler ça, des cartes IA qui regroupent. D'un côté, vous avez le processeur graphique, et en même temps la mémoire, etc., qui permet de tout faire tourner. Et en fait, bah, ces cartes, on va appeler ça des cartes graphiques, elles ont besoin de communiquer entre elles. Vous voyez? Faire transiter les informations. Mais le problème, aujourd'hui, ça se fait via des composants classiques, argent, cuivre, etc. Comme on le connaît, enfin, ça se fait de moins en moins. Ça, c'est ce qui se faisait, pardon, jusqu'à présent. Aujourd'hui, je vais essayer de pas m'en mêler les pinceaux, parce que si je commence à essayer de détailler, comme je vous dis, tous les fondamentaux et rentrer dans le technique, etc., on va faire une vidéo de 3 heures. Donc
Voilà, m'en voulez pas si des fois je me trompe un peu dans mes mots ou autre, j'essaie juste d'être le plus efficient possible sur le minimum de temps. Pour le coup, en gros, l'intérêt, pour faire simple, l'intérêt de la photonique, c'est de quoi? C'est des composants qui sont amenés à avoir une utilisation plus en plus importante pour le développement de l'IA, parce qu'ils permettent de faire circuler les informations de plus en plus rapidement, donc avec la lumière plutôt qu'avec des connectiques traditionnels métalliques ou filaires, je ne sais pas comment on pourrait, comment les experts de ce domaine-là qualifieraient ça. Bon, en gros, voilà pour Applied Optoelectronics. Alors, il y a pas mal de sociétés hein, qui sont spécialisées dans ce domaine-là. Par exemple, la plus connue, c'est sans doute, vous connaissez sans doute Coherent, par exemple. Là, moi, ce que j'aime bien sur Applied Optoelectronics, c'est que, pourquoi je l'ai sélectionné plutôt que d'autres, hein, parce qu'il y avait l'embarras du choix, c'est que déjà, on est sur une société qui, après avoir fait x12, on a fait quoi? On a fait, ouais, elle a fait 1100, presque x13 même, entre les plus bas, de fin novembre dernier et les plus hauts là, les plus hauts historiques de mai dernier. Donc x12 en moins d'un an, x13 presque, c'est énorme. Donc évidemment, là, on a le revers de la médaille, on a un moment, il faut bien que ça respire. Hem et pourquoi cette société-là plutôt qu'une autre? Parce qu'en fait, donc, elle a ce côté un petit peu volatilité que je trouve plus intéressant qu'Incohérent ou autre. Et surtout, elle a un peu je trouve qu'elle a une prime de risque par rapport à sa taille. Parce qu'on est sur une société qui valorise que quelques milliards, je dis que, mais à l'échelle des sociétés technologiques américaines, voilà, c'est pas. On sait que les marchés sont capables, les investisseurs sont capables d'amener des sociétés bien plus haut que ça. Donc il y a un peu cette prime de risque par rapport à la taille de la société. Donc en fait, suffit que voilà, on est sur un secteur de niche, mais suffit que c'est une société sur laquelle ça peut vite s'emballer beaucoup plus fortement. Si je sais pas, demain je dis une connerie, il signe un contrat pour approvisionner, j'en sais rien, moi, Meta ou les data centers de Microsoft ou les data centers d'Alphabet. Voilà, on a un peu cette prime de risque par rapport à la taille de la société, qui est un profil un peu moins mature que d'autres. Et en fait, techniquement, je trouve que du coup, on a ce combo entre ce profil un peu moins mature qui apporte une prime de risque intéressante et qui vient rejoindre une zone technique, hein, une configuration technique qui se regarde de plus en plus près aussi. Voilà, donc c'est ça que j'aime bien sur Applied Optoelectronics. Et en plus, si on regarde, voilà, pour ceux qui aiment bien, vous amuserez, ceux qui aiment bien regarder un peu, moi, quand j'ai fait ma petite recherche, mes petites sélections, basiquement, parce que j'ai regardé aussi, truc tout con, mais par exemple PER prévisionnel 2027, et ben Applied Optoelectronics, avec les chiffres qu'on connaît aujourd'hui, ça se paye 2 fois moins cher que, par exemple, qu'un Coherent, qui est leader du secteur qui doit valoir 12 ou 15 fois plus que Applied Optoelectronics en termes de capitalisation boursière. Donc voilà, un regroupement de plusieurs facteurs qui m'ont fait choisir cette société-là, qui je pense voilà, qui a peut-être qui est sans doute plus risqué à moyen long terme que les grands leaders, mais il y a une prime de risque qui est, je pense, complètement justifiée par rapport au potentiel de hausse qui pourrait encore y avoir sur le titre s'il arrive à délivrer et s'il arrive à signer des contrats et à continuer de faire de la croissance au cours des prochaines années. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, bah là c'est tout simple, hein. Moi c'est un titre qui va m'intéresser en cas de retour là à proximité des 85 $. Une grosse zone qui avait été fortement travaillée là en mars-avril dernier. Mars-avril dernier, on voit que c'est une zone sur laquelle on s'est beaucoup appuyé avant derrière de reprendre encore quasiment 200% en ligne droite. Et puis là, on revient tranquillement dessus, encore une fois, quasiment moins 60 depuis les derniers records. Et ce qui est bien, c'est que cette zone de support horizontal, elle est, comment dire, elle se complète avec il y a la MM200 journalière qui vient traîner dans la même zone, donc ce qui renforce de ce point de vue-là la cohérence, voilà, la cohérence de la zone et la probabilité que ce soit un support important aux yeux du marché des investisseurs. Donc voilà, ici rien d'autre, rien à faire. Moi, je ne rien à faire avant ça. Après, peut-être, voilà, encore une fois, ceux qui travaillent plus avec des zones que des. Là, j'ai noté là où je vous ai donné 85 $, mais pour moi, ça va plus être la zone comprise entre 83, 85 et 90, 92, quoi. Globalement, c'est une zone d'achat assez large sur ce titre. Et l'idée, en fait, ça va être de jouer. euh,
Non seulement, pourquoi pas, un rebond technique puissant, hein, ne serait-ce que direction 125, 126 $, mais après surtout, ce qu'il va falloir regarder, moi, c'est ce que je vais préférer sur ce genre de titre, c'est si derrière on arrive à se stabiliser tranquillement, construire, aplatir un peu, que les moyennes mobiles s'aplatissent, la M7, la M20 se remettent à plat, et pourquoi pas derrière jouer derrière le retour de la hausse. C'est surtout ça qui va m'intéresser moi sur ce genre de titre. Ensuite, on change encore de domaine, on reste dans la tech mais on change de domaine. Là, je vais vous présenter rapidement Badgermeter, peut-être que certains connaissent aussi. Même si c'est une toute petite société, enfin une toute petite société à l'échelle des États-Unis, on est sur pareil sur quelques milliards de valorisation boursière. Alors pour être parfaitement honnête, c'est une valeur, j'ai la chance de travailler avec, vous connaissez sans doute, il a déjà dû faire, probablement, il est déjà intervenu sur la chaîne de Tino, avec Tino. J'ai la chance de travailler sur d'autres activités, de collaborer avec David Renan. Et récemment, du coup, il m'a fait découvrir un petit peu cette valeur. Donc Badgermeter, là, on est sur le secteur de l'eau, la technologie de l'eau. Qu'est-ce qu'ils font globalement, Badgermeter? Alors vous allez voir, il y a un profil assez intéressant avec d'un côté le profil un profil industriel, et de l'autre côté un profil technologique. C'est ça que j'aime bien avec cette boîte-là. C'est que en fait, eux, ils développent et ils vendent ils ont développé toute une technologie, une nouvelle génération de compteurs d'eau intelligents. On va appeler ça comme ça, un compteur d'eau intelligent. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'en gros, c'est une technologie qui permet du coup de mieux piloter les réseaux, d'optimiser les réseaux, les infrastructures dédiées à la distribution, le traitement d'eau potable en fait. Et l'intérêt, c'est quoi? En plus, on est un peu dans l'air du temps avec, on se rend compte, plus le temps passe, il fait de plus en plus chaud, il y a de plus en plus de sécheresse, l'eau devient une ressource de plus en plus précieuse, et surtout, les infrastructures, faut savoir par exemple qu'en France, il y a, je crois que c'est 20 de l'eau potable qui est perdue par des fuites dans les canalisations, et cetera. Donc il y a vraiment de gros soucis. Enfin, on sait qu'il y a vraiment les infrastructures qui sont très vieillissantes, et puis, notamment dans les pays, occidentaux. C'est là où il y a les plus gros marchés. Donc c'est là où il va y avoir de gros investissements au cours des prochaines années, de la prochaine décennie, dans toutes ces infrastructures-là. Et en fait, la thèse, on va dire fondamentale, parce qu'il y en a quand même une pour le coup sur Badgermeter, bon, il y en a une hein, sur toutes les valeurs évidemment, sinon je vous les présenterai pas. Encore une fois, l'idée c'est plutôt le côté technique, mais je suis bien obligé de vous présenter, de vous mettre quand même dans le contexte. L'idée c'est quoi? C'est de dire bon voilà, les gros investissements qui vont être faits au niveau des infrastructures d'eau quoi, notamment aux États-Unis. Et donc, Badgermeter qui va avoir une vraie place, un vrai coup à jouer, enfin qui joue d'ailleurs déjà un coup. Enfin, je veux dire, c'est une société qui a voilà, qui engrange des contrats et qui a une belle visibilité au cours des prochaines années, pour un petit peu apporter sa technologie, la technologie qu'elle a développée. Donc en gros, c'est des compteurs d'eau. Donc il y a le côté industriel, c'est ça quoi, c'est le côté elle fabrique quelque chose, qu'elle vend, qu'elle installe, et puis derrière il y a le côté technologique où en fait c'est un compteur d'eau du coup intelligent, avec tout le côté logiciel, pilotabilité à distance, etc., pour optimiser détecter les fuites, optimiser la gestion de la ressource en eau, mieux facturer aussi, j'en sais rien, pour les collectivités, pour autres. Et donc il y a un vrai intérêt par rapport à ça. Vous avez le côté du coup industriel, la thèse, il y a des gros investissements qui vont être faits dans les infrastructures dédiées à l'eau, donc beaucoup d'argent potentiellement pour une société comme Badgermeter. Et puis derrière le modèle technologique où on vend du logiciel et de l'abonnement récurrent, sous le modèle SaaS. Et où en fait on génère du coup des revenus récurrents, derrière année après année, en vantant des licences logicielles pour pouvoir utiliser les données, mieux, pour pouvoir en fait utiliser le produit tout simplement quoi. Et donc tout ça derrière qui va être pilotable, optimisable grâce à l'intelligence artificielle, etc., etc. Pour ça que j'aime bien Badgermeter. Moi, à titre personnel, je suis entré récemment sur le titre, là aux alentours des 142 $. Pourquoi? Parce qu'on était sur une zone de voilà, une zone de support. J'ai un peu quadrillé le. Donc c'est un titre qui à court terme va un petit peu mieux, hein. On n'est pas sur les. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a ça permet aussi j'ai voulu faire une liste un petit peu, vous apporter un peu de diversité, pas que s'exposer. C'est ça qui est bien, c'est que voilà, quand toutes les valeurs très indexées, tech de manière générale, et IA
IA de manière, ouais, plutôt IA de manière générale, ben, pour le coup, là, Badgermeter, on est sur quelque chose d'un peu différent. Et puis là, on a toutes les valeurs indexées IA qui baissent aujourd'hui, et puis des valeurs comme Badgermeter qui, elles, en profitent et qui rebondissent. Donc l'idée, c'est voilà, c'est d'avoir un petit peu de tout dans cette liste de suivi. Et donc, bah, dans le cas de, donc voilà, le cas de Badgermeter, bah, techniquement, moi, bah, ce que j'aime bien, c'est encore une fois, déjà, si on, voilà, c'est un titre qui, je trouve, qui a un peu mangé son pain noir, hein, parce que depuis les plus bas, depuis les plus hauts récents, les derniers records historiques de l'été dernier, ça se paye quand même à moins 41%. Alors c'est une société qui, voilà, qui est parfaitement rentable, qui se paye pas, vous irez voir les ratios, etc., qui se paye pas forcément très cher, qui a de belles perspectives, etc., etc. Donc je trouve que là, pour le coup, elle coche les deux cases, elle coche et la case fondamentale, c'est intéressant, je trouve, au cours actuel, et technique, pour ça que moi je l'ai rentré dans ma poche d'investissement long terme, parce que je suis convaincu sur le potentiel de cette boîte à plus moyen long terme. Voilà. Donc s'il fallait qu'elle revienne sur la zone des 140-145 $, je pense que ça peut être une opportunité d'achat intéressante pour ceux qui seront du même avis que moi. Et puis sinon, derrière, pour la jouer d'une manière un peu plus opportuniste, un peu plus sportive, un peu plus dynamique, pourquoi pas tenter l'accélération au-dessus des 160, la zone des 160-165 $, pour viser derrière au moins un retour à proximité des 190-200 $ dans un premier temps. Ensuite, j'embraye, là on passe à BWX Technologies. Donc BWX Technologies, pareil, aussi une société que j'ai en portefeuille, pour le coup en perte. Parce que j'étais rentré récemment, bah, au tout début juin, aux alentours des 185 $. Elle était, comme vous pouvez le voir, sur une grosse zone bah, horizontale, mais plutôt, on va dire plutôt, c'était plutôt ce support oblique haussier qui m'intéressait. Donc BWX Technologies, là on est sur quoi? On est sur un domaine complètement différent, on est sur la tech, mais la tech liée au nucléaire. Donc BWX Technologies, c'est une société unique au monde. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle qui a un peu le monopole sur tout ce qui est ceux qui développent et qui fabriquent les systèmes de propulsion nucléaire pour les bâtiments de la marine américaine. Donc déjà secteur de niche, et société encore plus de niche, vu que bah, c'est inconcurrençable. Évidemment, vous doutez bien, avec le secret défense, tout ça, tout ça. Il n'y a pas, y a qu'une société qui peut. Voilà, c'est une société ultra sensible, ultra critique, ultra stratégique pour les États-Unis. Et puis bah, la petite thèse fondamentale, encore une fois, elle n'est pas compliquée, c'est de dire augmentation des budgets de défense, les tensions dans le monde, etc., etc., de plus en plus d'argent consacré à la défense. En plus, pour le coup, BWX Technologies, voilà, vous irez creuser, ça vous intéresse un petit peu, mais il se développe aussi, il se diversifie de plus en plus dans ce qu'on appelle les technologies de SMR, les Small Modular Reactors, donc les de petites centrales, de petits réacteurs, centrales de production d'énergie nucléaire, d'électricité pardon nucléaire. L'idée c'est quoi? C'est en fait pouvoir euh, implanter ça plus facilement à côté, par exemple, de sites très énergivores, par exemple des data centers, des grands data centers, etc. etc. Donc il y a voilà, une thèse intéressante sur ce dossier-là. Après, encore une fois, c'est une société qui est parfaitement rentable et qui a de belles perspectives, hein, là, ça, il y a pas de doute là-dessus. Et techniquement, bah moi je trouve que, encore une fois, si on se met, voilà, il suffit de regarder, vous regardez des fois c'est pas plus bête que ça, vous regardez une société depuis son introduction en bourse et vous remarquez qu'à chaque fois qu'on fait un gros mouvement baissier, qu'on perd moins 30, moins 40, moins 50%, bah historiquement ça a toujours été une opportunité de passer à l'achat. Je considère que c'est actuellement le cas, ou que c'est pas loin d'être le cas sur BWX Technologies. Bon, moi j'en ai déjà en portefeuille, mais c'est évidemment une ligne que je vais chercher à renforcer. Là, moi, rapidement, là, vu on est en mensuel, bah, s'il fallait qu'on revienne sur la zone des 165 $ à proximité de la MM20 mensuelle, je pense qu'on aurait une belle zone. Une belle zone théorique, parce que bah, pareil, la dernière fois qu'on est venu chercher la MM20 mensuelle, c'est d'ici qu'on avait amorcé le gros mouvement, le gros rebond, la grosse reprise de la hausse derrière. Donc pourquoi pas réitérer la même chose. Et puis si on se met en daily, moi j'ai cadré quoi? C'est dommage parce que celle-là, la liste là que je voulais vous présenter aujourd'hui, je la travaille depuis quelques jours, et puis celle-là elle y est depuis le début, et je me suis dit, j'espère qu'elle va tenir la zone des 180 $, comme ça je peux vous dire, ah tiens, elle est sur un gros support, là moi j'aime bien. Je suis passé à l'achat sur les mêmes niveaux il y a quelques semaines, donc pourquoi pas faire la même chose si ça vous intéresse. Et puis donc voilà pour BWX Technologies. Il y a juste mon, mon chat qui vient un peu embêter. Descends toi, allez file. Euh,
Voilà, donc bah maintenant on est en train de casser le support, donc ce qui est bien, c'est ça il faut voir l'avantage, c'est que vous allez pouvoir l'avoir encore moins cher sur de belles zones si ça vous intéresse. Qu'est-ce qu'on va regarder? Moi j'ai cadré ça, on va regarder d'un côté la zone comprise entre, voilà, on va dire aux alentours de 165-167 $, grosso modo les plus bas là de décembre dernier. Et puis après, s'il fallait que ça aille plus bas, bah moi j'ai visualisé là les plus bas de septembre et en même temps les plus hauts d'août, du 4 août. Voilà, on aurait une zone comprise entre 150, allez, on va dire 154 et 157, 158. L'idéal, ce serait quand même de venir fermer, s'il fallait qu'on y aille dans cette zone-là, qu'on vienne fermer le gap. Et en tout cas, moi, je n'y manquerai pas. Donc la zone des 165 qui corrobore avec la MM20 mensuelle, et s'il fallait que ça mèche un petit peu plus bas, qu'on aille un petit peu plus bas à court terme, pourquoi pas la zone des 155 € sur BWX Technologies. Ensuite, Intuitive Machine, là je pense que c'est la config la plus dégueu que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc Intuitive Machine, on est quoi? On est sur une baisse de moins 70% depuis les derniers plus hauts. Pourquoi je vous présente ce titre? Alors Intuitive Machine, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, ils fabriquent, ils développent et ils produisent ils développent et ils vendent des équipements et des services à destination de l'industrie aérospatiale. Bah, voilà, j'imagine pour peut-être des robots d'exploration, pour les programmes spatiaux, des composants, certains composants, certaines technologies pour les satellites, etc., etc. Donc en gros, leurs clients, ça va être quoi? Ça va être les SpaceX, ça va être les grosses agences gouvernementales dédiées à l'exploration spatiale, etc. Donc voilà, c'est juste pour que vous compreniez bien qu'on n'est pas sur une société qui fait des lancements spatiaux, comme c'est le cas pour SpaceX ou Rocket Lab, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. On est bah, sur un secteur, bah, je pense, incontournable aussi dans l'air du temps, hein, l'exploration spatiale. Avec voilà, récemment, ça s'est envolé avec on a un peu le revers de la médaille au final de l'IPO SpaceX, hein, tous les titres, voilà, tous les titres, ça a pas mal, le marché avait pas mal spéculé sur l'IPO de SpaceX, et puis depuis on a de gros replis, et bah pour le coup, même si techniquement c'est dégueulasse, c'est quand même moins 70% en quelques semaines. Donc là, je pense on va finir par s'attendre à quand même, il faut s'attendre à un rebond technique important quand même sur ce genre de titre à un moment ou à un autre. Et puis bah pourquoi Intuitive Machine, pourquoi je vous la présente? Bah tout simplement, voilà, si on se met en hebdo, on revient sur une énorme zone de support. Voilà, donc je me dis après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines de baisse ininterrompue, on vient toucher le support à proximité des 13 $. Donc configuration quand même très très dégradée, mais là l'idée ça va être voilà de tenter pourquoi pas au moins du rebond technique dans un premier temps sur une zone de support importante. Évidemment, s'il fallait que ça aille plus bas, bah, plan caduc, hein, moi je lâcherai la thèse technique et puis on ira sans doute plus bas. Mais éventuellement, si la zone ici tient et que ça intéresse certains d'entre vous, je pense au moins pour jouer voilà, un rebond technique, au moins direction, pour moi, direction dans un premier temps, voilà, la zone des 18-19 $, et surtout derrière le vrai objectif ce sera les 22 $. 22 $, pareil, si on se met en hebdomadaire, on voit que ça correspondrait à une zone technique importante. On avait échoué là les plus hauts les plus hauts de 2025. Pareil ici, les plus hauts de janvier 2026, sous lesquels on avait travaillé avant d'accélérer à l'approche de la IPO SpaceX et de la spéculation. On avait réussi cette fois-ci à passer au-dessus et à accélérer. Donc voilà pour Intuitive Machine. Donc même si c'est très 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 baissier à court terme, je trouve pour le coup que ça commence à se regarder. Après moins 70, faut se dire c'est 70%, 70% qui ne sont plus à perdre quoi, déjà, qui sont déjà perdus, on va dire. C'est ça de moins à perdre potentiellement. Ensuite, Intuitive Surgical, alors même début de nom et pas du tout le même domaine. Là pour le coup, je suis beaucoup plus, c'est un titre qui moi m'intéresse beaucoup plus en point de vue investissement, avec on va dire l'aspect fondamental m'intéresse en plus de l'aspect technique, là où par exemple Intuitive Machine c'est plutôt l'aspect technique. Je suis moins intéressé par l'aspect fondamental, on va dire, mais celle-là je vous la mets parce qu'il y a les deux quoi, il y a l'aspect et fondamental et technique. Moi ce que j'aime bien sur alors Intuitive Surgical, alors c'est un gros morceau, hein. On est sur une des 50 plus grosses valeurs de la tech américaine, on est sur plus de 150-200 milliards de capitalisation boursière, quelque chose comme ça. Donc pour ceux qui connaissent pas, Intuitive Surgical c'est quoi? C'est les robots en fait qui viennent automatiser
qui viennent automatiser certains actes chirurgicaux. Donc c'est voilà, c'est une société parfaitement rentable, hein, qui vend de plus en plus de ces gros robots et différentes technologies associées pour des cabinets, des hôpitaux, des cabinets chirurgicaux, et cetera, et cetera. Bon, on en pense ce qu'on veut, on va dire: «Ah, c'est un peu une déshumanisation de la médecine». Moi, je trouve que c'est surtout une avancée formidable parce qu'un peu, moi, en fait, ma thèse sur ce genre de valeurs, c'est plutôt de dire, pourquoi je trouve que c'est une avancée? Parce que ça va permettre d'automatiser et après on peut avec l'IA, voilà et ça va probablement rendre, espérons-le, ouvrir le champ des possibles et rendre la chirurgie, beaucoup plus précise et surtout pouvoir, développer un peu, comment je peux dire? Parce que souvent le problème de certains actes chirurgicaux, c'est que voilà, ce que je trouve bien avec un titre comme ça, c'est que dans un premier temps, enfin que ce qu'il développe, c'est que dans un premier temps, on va pouvoir automatiser peut-être certains actes chirurgicaux qui sont, plutôt bénins pour, par rapport à la législation et cetera, pour que derrière, les vrais professionnels de santé puissent se consacrer à des opérations, plus importantes, plus vitales quoi. Donc désengorger un petit peu on va dire, certains comment je pourrais dire? Heu, ouais désengorger certains besoins chirurgicaux pardon, et aussi, bah, optimiser, avoir des soins chirurgicaux de meilleure qualité avec des professionnels qui vont dans un premier temps se consacrer, sur des choses plus vitales, plus techniques et puis, pour laisser, «la basse besogne» entre guillemets aux robots. Voilà, c'est ça que moi je trouve intéressant avec Intuitive, Surgical et puis après derrière avec l'IA, bah, on se doute bien qu'à terme, on va sans doute pouvoir faire des choses qui sont encore plus précises, encore plus pointues, que ce qui existe déjà maintenant et puis au final, bah, remplacer, démocratiser peut-être un accès à la chirurgie qui aujourd'hui est souvent, «capé» entre guillemets par, le plafond. C'est quoi? C'est, bah, les médecins ils sont pas, on peut pas les produire comme ça du jour au lendemain, les chirurgiens encore plus, les produire du jour au lendemain, à grande échelle, tandis que, bah, les machines si. Et je pense que c'est des technologies qui vont être amenées à fortement se démocratiser au fil des prochaines années. Donc là, Intuitive Surgical, j'aime beaucoup. Ce qui est sympa aussi, c'est que pourquoi je vous en parle? Bah, parce que techniquement, là, voilà, on était, sur la MM200 hebdo. On sent qu'il y a besoin sans doute peut-être d'aller un petit peu plus bas et on se rapproche, dangereusement ou, ben, d'un autre côté, heureusement, d'un gros support parce qu'on peut y voir l'aspect positif, hein. Moi, vous voyez, je me suis mis une grosse alerte là, ça scintille, je vais pas celle-là, je peux vous dire que le jour où ça bip à 366,50, bah, elle rentre dans le portefeuille. Regardez-moi la beauté du support, vers lequel on est en train de s'approcher sur ce titre. C'est vraiment magnifique ce qu'elle est en train de faire. Donc là, j'hésiterai pas, si on allait un petit peu plus bas, sur Intuitive Surgical. Ensuite, là, ça va me prendre un petit peu moins de temps, Meta Platform, vous connaissez sans doute. Là, pour le coup, ça fait un moment aussi que je prépare la vidéo et ça fait un peu chier qu'elle ait rebondi parce que je trouve qu'il y avait une zone intéressante là, il y a pas longtemps. Bon, tant pis. Donc Meta Platform, on est aussi sur un conglomérat, un grand groupe, technologique, hein. Meta, c'est les propriétaires de Facebook, Instagram, WhatsApp, donc plutôt, société plutôt axée, voilà, réseaux sociaux. Les revenus proviennent principalement des publicités et cetera et cetera. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, qu'est-ce que je voulais dire sur Meta? Bah, le cadrage, voilà, il est très rapide. On est quand même sur une société qui se paye, 15-20 sous ses plus récents. Alors c'est dommage parce que autant ici, je trouve que Meta, ça devenait vraiment très, très bon marché à 550 $, autant maintenant là, on vient de rebondir, de 25. Bah, c'est un peu, forcément, c'est un peu moins intéressant. Après, voilà, on n'échoue pas n'importe où. Le cadrage, il est assez précis. Techniquement, c'est pas compliqué. Si on revient, là, si au courant de l'été ou début de l'automne, on revenait sur 560 $, je pense qu'il y aura une belle opportunité sur Meta. En tout cas, moi, je surveillerai ça de très très près pour, pareil, rentrer le titre en mode investissement dans ma poche. Après, c'est toujours pareil, il y a tellement de titres, on aime tout rentrer. Donc c'est pour ça que je dis surveiller, parce que je suis pas sûr de. Est-ce que au moment où ça arrive, je vais pas privilégier un autre titre qui m'intéresse plus? Peut-être. Autant sinon, bah, Meta, voilà, il y aurait aussi, pour, peut-être les investisseurs un peu plus actifs, un peu plus dynamiques, il y aurait pour moi un beau signal au-dessus si on venait à casser, bah, là, la double résistance, résistance horizontale plus, résistance oblique baissière des, 690-700 $. Donc pourquoi pas se noter, voilà, Meta, se mettre une petite alerte aussi, ceux que ça peut intéresser pour peut-être aller gratter, une quinzaine de pourcents si le titre, voilà, je pense que le titre a toutes les chances de revenir,
rapidement, enfin rapidement, rien n'est jamais certain en bourse et puis tout est relatif, mais où l'idée ce serait de revenir au moins sur les plus hauts historiques et donc ça vous ferait un potentiel de l'ordre des voilà sur les 690 $, de l'ordre des plus 15 plus 16% depuis cette zone-là. Ensuite, on attaque Micron Technology, un des autres grands noms désormais de l'intelligence artificielle. Donc Micron Technology, qu'est-ce qu'ils font? Là, on est spécialisé sur les puces mémoire, les composants mémoire, bah, pour faire tourner, l'IA dans les data centers. Alors ce qui est important à noter, c'est que des valeurs qui développent qui vendent ces puces-là, il y en a que, enfin, à l'échelle, on va dire, très industrielle, il y a trois grands leaders qui sont Micron Technology aux États-Unis, et puis du côté de la Corée du Sud, SK Hynix et Samsung, même si Samsung est un groupe technologique un petit peu plus diversifié, ils ont d'autres activités à côté. Là, Micron Technology, on est sur un pure player de la mémoire, pareil, société qui a fait x10 au cours des derniers mois. De belles perspectives, surtout pourquoi ça s'est tellement envolé? Parce qu'il y a une demande phénoménale, bah, pour les composants mémoire et surtout, bah, un groupe comme Micron, il y a une telle demande que, ils peuvent fortement augmenter leurs marges et donc derrière leur rentabilité explose à la hausse. La question en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que, là le sociétés qui ont, si on regarde les ratios de valorisation, là, même présents et futurs à horizon 1-2 ans, ça se paye pas très cher. Et franchement, de vous à moi, je suis intimement convaincu que ça finira par aller un petit peu plus haut. J'y crois, moi, en tout ça, en l'IA, je suis assez enthousiaste par rapport à ça. Et surtout, je trouve que bah, il y a quand même beaucoup de mouvements qui sont justifiés au vu des milliards qui sont investis, des centaines, des milliers de milliards qui sont investis maintenant dans l'IA. Je veux dire, c'est des investissements concrets, quoi. Donc derrière, qui profitent à des sociétés comme Micron, qui vendent vraiment les pelles et les pioches à Nvidia, etc., qui pour le coup qui ont les carnets de commandes pleins, quoi. Ça, c'est un fait. La question, c'est de savoir jusqu'à quand ça va durer. C'est ça le problème. Et donc là, je pense que bon, à court terme, même s'il y a les perspectives encore, et bon, moi je reste intimement convaincu qu'on finira par partir sur ce genre de titres, ou du moins que c'est des titres qui n'ont pas encore épuisé leur plein potentiel, évidemment, là, la baisse, j'ai envie de dire, franchement, c'est sain, quoi. Il faut un moment que ça construise, ça consolide, que ça dégage de la liquidité, que ça, voilà, que le marché, il faut qu'il respire un moment ou un autre, même si les perspectives sont flamboyantes et que les ratios de valorisation sont peu élevés, voilà, on va dire, ou qu'il reste de la marge par rapport à tout ça. Maintenant, comment je cadre ça? Là, on est sur un graphe qui ressemble un petit peu à Applied Optoelectronics, même si on sent que c'est quand même, voilà, on est pas sur non plus sur un titre qui vient de perdre 70%, là on est à moins de 30 des derniers records. Moi, la première zone que j'ai notée, c'est déjà là, il y aurait un gap à venir fermer, là, le gap du 22 mai aux alentours des 780 $. Zone sur laquelle je pense qu'on pourra au moins tenter du rebond technique. Voilà. Après, idéalement, euh, d'un point de vue santé de la configuration technique et du mouvement haussier de fond qu'on est en train de créer depuis des mois et des mois, j'aimerais bien que ça aille, voilà, j'aimerais bien que ça aille peut-être un petit peu plus bas. Pourquoi pas là, voilà, s'il fallait que ça respire plus profondément, j'ai noté deux gaps à venir fermer. Alors là, pour venir fermer le deuxième gap, il faudrait une baisse encore de moins 35% sur la zone actuelle. Donc évidemment, je ne pense pas que ça se fera en un jour. Mais j'ai un peu dessiné voilà, on pourrait un peu voilà, faire un truc comme ça, quoi. Cette hypothèse-là. Pardon, mince, c'est pas ce que je voulais faire. Un, un titre qui pourrait voilà, venir dessiner voilà, sorte de biseau, un peu comme ça, pourquoi pas. Peut-être voilà, faire un peu plus quand même. Voilà. Tac, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, pourquoi pas, hein, peut-être que je me trompe, mais et en même temps on a la même 200 qui remonte. Et donc là, je pense que dans le cadre de cette configuration technique-là et de cette hypothèse, s'il fallait que, je sais pas, là, admettons, le 10 septembre, on vienne pile poil toucher les 660, on touche les 660 et qu'en même temps ça corresponde à une touchette sur la même 200, bah alors je me dirais, j'y verrais sans doute une opportunité, indépendamment du fait qu'on soit pas venu fermer les deux gaps que je regarde pour l'instant, quoi. Ça va vraiment dépendre de à quelle vitesse on construit, à quelle vitesse on baisse par rapport à quelle vitesse monte la même 200. En tout cas, voilà pour Micron Technologies, un petit peu ce que je surveille. Je fais juste rapidement un point
Voilà, en hebdo, on pourra aussi regarder comment ça évolue, si on vient quand on va venir toucher la MM20 hebdomadaire, on se rend compte que la dernière fois qu'on l'a fait, bah, derrière, bam, on a fait un gros c'est ce qui a permis de repartir à la hausse et d'un point depuis lequel on a repris 250 en ligne droite, quasiment sans s'arrêter et on a fait un beau non-croisement M7 M20. Donc à voir si vu les perspectives du groupe, à voir si ça suffira pour potentiellement repartir. En tout cas, voilà, vous avez les zones, bah, c'est ce que je disais, quoi, 660, pourquoi pas, et s'il fallait qu'on aille plus bas pour X ou Y raison, bah, la zone des gaps et la MM200 à suivre. Ensuite, allez, Microsoft, bah, une des belles valeurs, voilà, un des grands cadors historiques de la tech. Microsoft, comment ne pas en parler? Donc là, domaine de l'édition de logiciels, bah, un secteur qui est un peu en crise. Alors moi, bah, en crise. Une crise pour l'instant, on va dire non justifié par rapport aux perspectives et aux résultats de toutes ces sociétés-là, donc les sociétés du domaine de l'édition de logiciels. Alors il faut savoir hein, que, en fait, avant la vague, là vous prenez tous les éditeurs de logiciels, vous avez le même exemple avec SAP en Europe par exemple, en Allemagne plus précisément. Des sociétés qui se sont fait littéralement découper au même moment que toutes les sociétés très indexées, voilà, très on va dire avec un narratif favorable au niveau de l'intelligence artificielle, elles ont explosé à la hausse. Pourquoi? Parce qu'en gros, le marché s'est dit mais waouh, l'IA c'est tellement fort que c'est tellement puissant que ça va tuer tout le domaine de l'édition de logiciels. En fait, il va plus y avoir besoin de Microsoft pour faire des logiciels. N'importe qui, voilà, avec son PC pourra faire du code, etc., etc. Moi, je pense tout le contraire, c'est-à-dire que je pense que et j'y vois de manière générale, j'y vois une grosse opportunité, moyen long terme, une grosse opportunité fondamentale sur le domaine de l'édition de logiciels, mais c'est un autre sujet. Il y a plein de valeurs qui pourraient être intéressantes. Là, je vous présente Microsoft. Moi, je pense que l'arrivée de l'IA dans nos habitudes de consommation, la démocratisation de l'IA dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on va faire, ça va justement entraîner un besoin encore plus important en matière de solutions logicielles. Et donc, une croissance encore plus importante, une demande encore plus importante pour des sociétés comme Microsoft, comme SAP, etc., etc., etc. L'argument que je peux quand même entendre, c'est peut-être que c'est des sociétés qui vont plus facilement pouvoir se concurrencer entre elles, ou plutôt les clients de ces sociétés-là vont avoir plus de facilité à dire ah ok, non toi t'es un peu trop cher, je vais voir ailleurs. Donc peut-être qu'il va y avoir une pression sur les marges de ces sociétés-là. À mon avis, c'est ce qui fait peur au marché, mais je pense pas que ça justifie des mouvements. Voilà, je veux dire, on a SAP maintenant qui sur qui se paye sur des PER l'année prochaine, je crois que ça se paye sur les prévisions 2027, ça se paye sur des PER de 16-17 quoi. C'est du jamais vu. Microsoft pareil. Bon maintenant c'est un petit peu rebondi, mais voilà, moi je considère que le domaine de l'édition de logiciels globalement donne une opportunité historique aux investisseurs. Après, sûrement qu'il y aura des valeurs qui vont se faire disrupter, c'est comme tout. Mais des valeurs trop spécifiques qui vont se faire disrupter, qui vont pas réussir à s'adapter. Mais les gros cadors comme, je sais pas, Microsoft, SAP, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore, les ServiceNow, tout ce genre de sociétés, les gros éditeurs, peut-être même même les Adobe, c'est encore différent, mais peut-être même les Adobe, ce genre de truc, je pense que ça finira par trouver un moyen de profiter de l'IA et le marché se rendra compte à un moment ou à un autre qu'il s'est trompé parce que en même temps que ces valeurs ont baissé et se sont fait complètement découper, elles ont publié des résultats financiers parfaitement conformes aux attentes, voire même un peu meilleurs et surtout des perspectives meilleures qu'attendues quoi. Malgré l'arrivée, le déferlement de l'IA quoi et la pseudo concurrence de l'IA on va dire. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, moi Microsoft, bah, ce que je disais, j'avais même fait un post sur le titre là récemment sur Twitter. Là on va le voir mieux en hebdo. Bah, quand on était revenu sur la proximité des 350 dollars, j'ai écrit je crois mot pour mot un truc du genre, bon bah là, j'avais publié le graphe, j'ai dit si t'achètes pas du Microsoft là maintenant techniquement parlant sur ce gros support là, bah t'en achètes jamais quoi. Le problème, c'est qu'en même temps, la config technique était vraiment très dégradée et que tout, à l'époque,
tout aller dans le sens d'une poursuite de la baisse à très court terme et qu'on enfonce un petit peu quoi. Donc moi c'est dommage, du coup à ce moment-là j'étais pas passé à l'achat parce que bah, j'avais déjà d'autres trucs sur le feu et puis mais ça aurait valu le coup un peu avec de recul parce qu'évidemment maintenant le titre a rebondi de 15%. Là je trouve qu'on est un petit peu au milieu de nulle part. Euh, on est un peu au milieu de nulle part. Moi, honnêtement, je l'achèterais pas maintenant. Je l'achèterais plutôt si vraiment on revenait maintenant sur les 355, 360. Et parce que je pense que voilà, le titre va avoir est bien orienté maintenant pour aller plus haut. Mais encore une fois, je trouve que c'est compliqué. Moi, là, techniquement, elle me parle pas sans revenir pour l'instant sur 350. Ou alors, par contre, ce qu'elle peut faire, c'est voilà, on va la laisser vivoter. Elle va faire sa vie. Et peut-être on va la reprendre dans 3 mois. Et dans 3 mois, la config sera plus du tout pareil. Et je dirais, ok, là, peut-être elle est intéressante à 400 $. Mais là, c'est pas le cas. Et après, pour le coup, on aurait aussi un gros signal. Je pense que ça va mériter construction et construction. Mais un vrai signal de retournement en cas de cassure, là, si on repassait à la hausse au-dessus des 470 $ sur Microsoft. Voilà un petit peu pour ce titre, mais vous aurez compris, je pense que c'est vraiment un titre qu'il faut surveiller. Ensuite, Nebius Group. Alors Nebius Group, particularité, c'est la seule de la vidéo. Sachez que Nebius, c'est une société néerlandaise qui cote aux États-Unis. Et donc, c'est une société que vous pouvez avoir, je ne sais pas si c'est une cotation maintenant européenne, mais c'est une société que vous pouvez mettre en PEA si votre broker le permet. Voilà. Voilà, c'était la petite particularité de Nebius Group. Alors Nebius, très simplement, qu'est-ce qu'ils font? Eux, c'est une société qui est spécialisée donc, dans l'IA, mais avec une société du domaine de l'IA, mais avec une spécialité dans les infrastructures IA et surtout au niveau des data centers. Eux, leur business, c'est quoi? Grosso modo, c'est ils achètent des cartes IA toutes faites auprès de Nvidia, donc des cartes de puissance qui permettent de faire du calcul. Ils en achètent des dizaines de milliers, ils mettent ça dans des data centers et derrière ils louent la puissance de calcul à, je sais pas moi, à Alphabet, je crois qu'ils ont Meta dans leurs clients par exemple, qu'ils ont signé des gros contrats avec Meta et à d'autres. Et en gros, ils revendent cette capacité de calcul à des hyperscalers qui ont besoin de puissance pour développer leur technologie, par exemple Alphabet, leurs algorithmes, etc., Meta, etc., etc. Voilà un petit peu pour le business model de cette société-là. Donc là, on est sur quelque chose, on n'est pas encore sur une société rentable, hein, mais il y a beaucoup de croissance, de grosses perspectives, et ils ont signé d'importants contrats avec Nvidia. Donc bon, Nvidia, je pense pas qu'ils mettent non plus là. Des fois, faut pas aller plus loin que ça. Nvidia a pris une part importante. Ils ont pris, je crois, 8% du capital de Nebius, quelque chose comme ça, 8 ou 6, je sais plus. Il y a quelques mois. Donc si une société aussi bien gérée qu'Nvidia font ça, c'est qu'ils y voient quand même un vrai intérêt stratégique à moyen long terme. Donc rien que pour ça, c'est quand vous avez ce genre de news, c'est quelque chose qui doit un petit peu vous tilter, quoi, vous dire bon bah celle-là elle doit avoir un truc en plus des autres. Il y a plein de sociétés qui font ce business model, qui ont ce business model là, hein, mais bah du coup moi je trouve que c'est celle-ci la plus intéressante. Bah pareil, Nebius qui est en une phase. Alors pour le coup, celle-ci je l'ai aussi en portefeuille, mais je l'ai acheté, je l'avais déjà depuis avant vraiment l'engouement sur l'IA. Un peu, celle-ci, ça fait aussi un an quasiment plus que je l'ai en portefeuille. J'avais dû acheter, je sais pas, peut-être à l'époque, bah là le contact. Je me demande si c'est pas vers ici que j'ai acheté en février dernier là la zone. Je sais plus, j'ai acheté dans cette sur repli, c'est sûr, mais dans cette tranche-là, sur peut-être le contact MM200 ici en mars, je sais plus exactement. Je sais plus le prix de revient exact. En tout cas, voilà, Nebius, bah, belle société. Moi, je suis plus, bah maintenant forcément, après s'être mangé moins 40% en ligne droite, bah un peu deg de pas avoir plus allégé que ça. Plus alléger ma position parce que c'est un titre que j'ai aussi, bah forcément j'ai allégé un petit peu dans l'euphorie là. Alors maintenant vous donnez exactement les seuils techniques, je sais plus, mais sans doute ici là vers 225 là je pense de mémoire j'avais allégé, ouais ça doit être quelque chose comme ça. Enfin bon bref, c'est pas le sujet. Bah Nebius qui revient mine de rien. Voilà, qui revient sur une zone intéressante où moi je commence de nouveau à regarder en vue de renforcer ma ligne. Et là je vais surveiller 3 trucs sur Nebius. 3 éléments, 4 éléments même. Premièrement, bah, cette zone des 166 qui devrait théoriquement faire rôle de support. Derrière, on aurait un petit gap
à venir fermer sur 155, là, un gap qu'on avait laissé ouvert en début mai 2000, début mai dernier. Et puis derrière, bah, s'il fallait que ça accélère encore plus bas, là on aurait évidemment un énorme support. Mais je pense franchement, je serais vraiment assez bluffé que le titre aille jusque-là, parce que ça voudrait dire qu'on revient à zéro par rapport à la vague spéculative IA, quoi, mais qu'on revienne aux alentours des 135 et même 200, quoi. Donc là, pour moi, on va être dans une grosse zone, voilà, une zone assez large, mais une grosse zone d'achat sur Nebius, pour ceux qui envisagent, qui voient la suite de manière enthousiaste sur ce genre de titre. J'en fais partie. Donc qui voient ce genre de société, bah voilà, réussir à délivrer, aller encore plus haut et à trouver une vraie utilité dans à devenir l'un des grands gagnants de l'IA, une future machine à cash de la tech. Et ben, voilà, il y aurait une grosse zone d'achat théoriquement entre, on va dire, 135 et 165 pour faire large, avec bon, plusieurs zones. Donc là, c'est le genre de titre où admettons, là où je pourrais, admettons que vous ayez une approche et technique du coup et fondamentale aussi. Vous vous dites, bon bah tiens, ça c'est une société, j'ai envie de la rentrer en portefeuille. Euh, voilà, j'y crois à moyen long terme. Je pense que et en plus techniquement ça devient pas mal. Et ben pourquoi pas essayer de rentrer en 3 fois. Je sais pas si vous avez 3000 euros à mettre dessus, bah une fois 1000 euros là, 1665. Ensuite, de nouveau, peut-être, allez, ben, un peu, si on vient fermer le gap à 1500, à 155, et puis derrière, une dernière salve, ou en 4 fois, une autre salve sur la MM200, et une dernière salve si on vient sur 135. Et après, vous cherchez à invalider en vous disant, bon, bah tiens, par contre, si on casse ça, c'est que peut-être je me suis trompé dans mon raisonnement, et le marché voit quelque chose que je vois pas, etc., etc. Mais en tout cas, on aurait, je pense, là, une belle zone pour commencer à construire des lignes, que ce soit ou être actif, que ce soit pour des investisseurs dynamiques ou un petit peu plus passifs. En tout cas, voilà pour Nebius, et en plus société que vous pouvez mettre en PEA. Ensuite, là, on est sur du très très spéculatif. Alors, société qui s'appelle Rigetti Computing. Donc là, on est sur un spécialiste plutôt l'accès informatique quantique. Donc là, j'ai pas vraiment de pas vraiment je connais pas très bien le quantique, j'ai pas vraiment d'avis fondamental, on va dire, sur la société, si ce n'est que c'est voilà, en gros, pourquoi elle m'intéresse, bah parce que techniquement, on prend un graphe, voilà, vous mettez en mensuel, c'est une société voilà, qui est passée entre octobre 2000, qui a été multiplié par plus de 70 en l'espace de 2 ans, quoi, et maintenant qui fait sa construction, qui fait sa correction, et qui revient, bah, techniquement sur une zone intéressante. Donc là, pas vraiment d'avis fondamental, c'est plus, on va dire, en mode trading, pour le coup, celle-ci. Et là, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. On est de retour sur une grosse zone de support oblique haussier, quoi. Support oblique haussier, magnifique sur cette zone-là, pour ceux que ça peut intéresser. Je sais pas si c'est une valeur qui est beaucoup revenue sur les purées, qui est beaucoup revenue sur les réseaux sociaux ou autres, mais en tout cas, moi, quand voilà, par exemple, comment je l'avais sélectionné celle-ci, bah, des fois, je regardais les palmarès et tout, je me disais que c'était là qu'il y avait le plus de volatilité. Donc, je m'intéresse à là où où sont les flux de marché. Et derrière, bah, ça me permet, voilà, de continuer à suivre la valeur et des fois, bah, là, d'anticiper, pourquoi pas, espérons-le, au moins un beau rebond technique sur le titre. Là, s'il fallait donner, je vais donner quoi comme zone? Dans un premier temps, je vais donner 3 objectifs si le titre vous intéresse sur cette zone-là. Dans un premier temps, c'est très léger, mais la zone des 16,50 dollars. Au moins pour vous payer, remonter votre stop à zéro. Si vous achetez sur cette zone-là, des 14 dollars. Ensuite, on aura la zone des 20, 21 dollars. Et enfin, là, la zone les plus récents, la zone des 27, 28 dollars. Et après, pourquoi pas plus si affinité, hein. Si on arrive à repartir, on verra comment évolue le narratif, comment évolue la dynamique des marchés d'ici là. Mais en tout cas, voilà, un beau graphique pour le coup, celle-ci. Je trouve que c'est voilà, je trouve à titre personnel que c'est très propre et c'est le genre de dossier où on a au moins envie, je vous incite fortement à, même si, parce que là on pourrait se dire ouais c'est très très baissier, il y a quand même forte chance qu'on vu la tronche des marchés que ça casse et que ça accélère vers le bas. Moi ce que je ferais c'est que du coup je donnerais potentiellement une autre chance au titre si sur les 13 dollars, donc 1 dollar plus bas, mais bon en gros grosso modo à la zone 13-14 dollars.
Là, les plus bas de Mars, les plus bas actuels qui sont pour moi voilà, une zone intéressante. Donc on va voir comment le titre maintenant, l'idée c'est surtout de voir est-ce qu'on va réussir à construire, est-ce qu'on va réussir à se maintenir sur cette zone-là, est-ce qu'on va réussir à tenir et du coup derrière bah, en cas de rebond généralisé sur la tech, sur les marchés US, bah, c'est là où il va y avoir des choses à faire avec de la volatilité importante mais dans le sens de la hausse. Ensuite, on attaque la fin de. Oh purée, ah ouais d'accord. Bah Rocket Lab, la thèse technique qui est un petit peu. J'avais pas vu la bougie du jour. Alors là, Rocket Lab, là on est sur un concurrent direct beaucoup plus petit, mais de SpaceX. On est dans le domaine du spatial, mais là on est sur une société voilà qui fait du lancement orbital, dont les sources de revenus, c'est mettre des satellites en orbite, etc., etc. Donc développer des, ouais c'est ça donc faire de la mise en orbite de satellites. Alors après je connais pas si bien que ça. Est-ce qu'ils développent eux-mêmes aussi déjà leurs propres moyens de est-ce qu'ils ont leur propre fusée, etc., un peu comme SpaceX, ou est-ce qu'ils sous-traitent ça, à d'autres fabricants? Ça, ce sera un peu ma limite sur ce dossier que je connais. Enfin voilà, je sais que c'est une société du spatial que je surveille, bah là, qui est dans ma liste espace par exemple, hein, que vous pouvez voir ici, que j'avais pas mal, où j'avais fait pas mal de petites choses bah, au moment où ça spéculait avec l'IPO SpaceX. Et en fait, bah, celle-ci, elle m'avait un peu plus récemment, elle m'avait un peu plus intéressé que les autres parce que je trouve que techniquement, bah, c'est un dossier qui là on regarde, on se met en là sur on est quoi? Avril 2025, donc sur l'année dernière qui à chaque fois a fait des grosses vagues de hausse, hausse, baisse, construction et à chaque fois on revenait, le point bas c'était quoi? C'était à chaque fois la même 200. La même 200 daily, bam, une fois, deux fois, trois fois. Et puis là, bah du coup, on y était une quatrième fois hier, donc même avant l'ouverture des marchés US. J'ai pas vu la bougie du jour, mais là, je sais pas. Ouais, bah là, du coup, c'est pas très bon ce qui se passe là sur ce titre-là. Bah là, l'idée, ce que je voulais vous présenter, c'était de dire bon bah c'est pas mal. Il faudra voir si elle arrive maintenant encore une nouvelle fois, à se stabiliser sur MM200. Pourquoi pas mettre un petit pied dedans et jouer la reprise technique derrière, quoi. Au moins le rebond, direction, allez, direction 94 $, 90 $. Et là, par contre, c'est vraiment un signal très négatif. On perd 12% aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe sur si c'est si c'est centré juste sur les valeurs du spatial ou si c'est plus généralisé. Je vois aussi Alphabet qui perd 3%, le Nasdaq ouais, moins 1,5. Bon, c'est juste les marchés qui saignent un petit peu, mais les valeurs spatiales plus qu'ailleurs. Ouais, pareil, hein, on accuse un peu le contre-coup de l'IPO SpaceX qui s'est fait évidemment sur des niveaux complètement démesurés. C'est dramatique c'est dramatique ce qui se passe, mais bon, c'est les marchés boursiers, ça fonctionnera toujours comme ça. Mais même le pire, c'est que SpaceX ait réussi à prendre, je crois encore 40% après son IPO en quelques séances. Mais bon, bref, c'est un peu les limites aussi des fois des marchés boursiers. Et puis bah là, maintenant, on se mange le contre-coup. Je vous le dis, ça agit toujours dans l'excès, que ce soit à la hausse, que ce soit à la baisse. Bah là, du coup, la thèse technique que je voulais développer sur Rocket Lab est un peu échaudée, mais qu'est-ce qu'on va un peu caduque. Qu'est-ce qu'on va pouvoir surveiller? Bah du coup, s'il fallait que ça accélère encore un peu là, bah, pour moi, le prochain grosse zone de support, ce sera voilà entre 55 là, la zone que j'ai tracée, une zone où je trouve il y a pas mal de points. On va dire 50 entre 53 et 55-57. Zone potentiellement de support sur laquelle on pourrait s'appuyer pour rebondir, au moins jouer du rebond technique dans un premier temps. Ensuite, Uber Technologies, là, évidemment, pas besoin de rentrer dans les détails, vous connaissez tous Uber et le potentiel de cette société. Donc, évidemment, bah, moi j'aime beaucoup Uber, d'un point de vue, elle pourrait être candidate aussi à rentrer dans ma poche d'investissement moyen long terme. J'en ai pas pour l'instant. En tout cas, hein, sachez que voilà, de toute façon, toutes les sociétés sur lesquelles je suis actionnaire actuellement, je crois que je vous ai déjà présenté. Et en fait, bah, pourquoi Uber? Parce que je trouve que bon, il y a ça se regarde quoi. Voilà, on est sur un titre voilà, qui gagne 1%, pardon, là où le reste la plupart des actions de la tech sont rouge vif. Uber, c'est pas le cas, donc c'est signe de résilience quand même à court terme. On est sur une valeur qui latéralise maintenant depuis plusieurs mois, qui est en train de, là je suis en hebdomadaire, qui est en train de, voilà, qui est en train de créer sa configuration, de se mettre dans de bonnes configurations techniques pour aller plus haut, et avec un support oblique haussier qui vient un petit peu
solidifier tout ça. Alors je suis pas spécialement fan là il est pas parfait le support oblique, mais je trouve qu'il bah, il mérite quand même d'être mis en avant et d'être au moins repéré quoi. Voilà, on a fait une petite, là on est allé un peu en dessous. Moi ce que je regarderais plutôt c'est plus la zone là, voilà, la zone des 70 $ qu'il faudrait, je trouve, 68-70 $ qu'il faudrait réussir à tenir, sans aller plus bas, sans valider de clôture vraiment plus bas et accentuer la baisse sous cette zone-là. Voilà. Donc pour moi, voilà, un titre qui est achetable là entre 69 et 73 $. Après attention, ça reste assez baissier à court terme, on est quand même sous MM200, on est voilà, mais on latéralise et on sent bien que on sort dans une sorte de range et on sent bien que voilà, on pourrait avoir un signal aussi au-dessus des 80 $. Pourquoi pas pour relancer la dynamique de Uber direction les plus hauts, les anciens plus hauts historiques. Ensuite, Viking Therapeutics, encore un profil un peu particulier. Alors là, on est sur de la tech, mais on est sur de la tech, biotech, du coup, pour le coup. C'est la seule du... Ouais, vous me connaissez un petit peu, je ne pouvais pas vous laisser... moi, c'est un pan, un pan des marchés que j'adore. J'aime beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire souvent. C'est très dynamique. Période plus que d'autres, évidemment, mais les marchés un peu, les sociétés un peu biotech où je pense de mon point de vue, il y a beaucoup d'argent à faire. Il y a beaucoup d'argent à perdre, mais il y a aussi beaucoup d'argent à gagner si quand on essaye d'être un peu plus sélectif et de vraiment développer une méthodologie par rapport à toutes ces valeurs-là. No pain, no gain, comme on dit. Donc Viking Therapeutics, très simplement, ils font quoi? Eux, c'est un peu un concurrent. Ils sont sur le secteur pareil, de l'obésité, diabète, enfin obésité. Obésité, bah, voilà, un marché énorme sur lequel on a maintenant des premiers médicaments qui sont arrivés au cours des dernières années. Je pense avec deux principaux acteurs, avec Novo Nordisk et Eli Lilly. Donc là, on est sur une société beaucoup beaucoup plus petite, hein, qui n'a encore rien commercialisé, mais qui a eu de bons résultats cliniques dans les essais qui développent jusqu'à présent, quoi. Donc qui sont en phase, qui pourraient voilà, être à même d'apporter un traitement supplémentaire au cours des prochains trimestres. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas, ils développent pas un traitement. Leur idée, c'est pas de venir développer une nouvelle technologie de traitement. C'est-à-dire, c'est un traitement qui va fonctionner de la même façon. Ils développent deux formes, une forme orale, une forme. L'idée, c'est faire perdre du poids, quoi, traiter l'obésité, et une forme par injection sous-cutanée. Et l'idée, en fait, eux, l'idée, c'est juste de développer, c'est juste d'apporter un traitement donc qui fonctionne de la même façon que ce qui existe déjà, mais en un peu plus efficace. Et pour l'instant, les résultats cliniques qu'ils ont eu au cours des dernières publications démontrent qu'ils sont en bonne voie d'y arriver, qu'ils ont quand même quelque chose de probant. On pourrait même penser que c'est un titre qui pourrait finir par se faire racheter, hein, par un de ces géants-là ou un autre acteur qui voudrait venir, parce que sur le marché de l'obésité, hein, c'est le plus gros marché du domaine de la santé pour les 10 prochaines années et il y a de la place pour la concurrence. Donc voilà pour Viking Therapeutics. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un titre qui était un peu, voilà, ça avait beaucoup spéculé. Là, c'était l'époque où on a eu les premiers traitements qui sont arrivés sur le marché, donc bah, toutes les valeurs un peu du secteur s'étaient un peu emballées. Depuis, le titre était un peu retombé à la cave. Et moi, là, ce que j'aime bien, c'est qu'on a pour moi, voilà, le titre a donné un vrai signal. On avait une grosse résistance oblique baissière qu'on a cassé récemment, sur laquelle on est en train de faire le pullback et en même temps, on est juste sous voilà, un premier signal, voilà, au-dessus de à la cassure de cette résistance oblique baissière, et en même temps, on a échoué sur une zone de résistance, pardon, horizontale 41-42 $. On voit techniquement, c'est assez propre quand même. Et en fait, c'est ça que j'aime bien sur ce titre-là. Je pense que c'est un titre qu'il faut surveiller pour toutes les raisons que je viens de donner. Et maintenant, on revient, on fait le pullback. Je serais presque tenté de mettre un petit pied dedans, potentiellement au cours actuel, pour ceux évidemment que le dossier peut intéresser, hein, si vous le découvrez ou que c'est un dossier que vous connaissez déjà, mais que vous surveillez plus forcément assidûment. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que voilà, si on se met en hebdo, bah, on se rend compte que config technique, il commence à redevenir pas mal. On est au-dessus à chaque fois, récemment, on est venu plein de fois sur la même 200 hebdo. On a à chaque fois rebondi. Et puis, bah, on peut tracer ça aussi, quoi. On est vraiment sur un titre
qui est bien soutenu par un un gros support oblique haussier. Donc même si on enlevait cette résistance oblique baissière, là on voit vraiment bien voilà, c'est peut-être un peu plus propre en fait au final. Donc là on est en hebdo, la figure là qu'on est en train de faire. Et donc l'idée ça va être de jouer ça sur ce dossier-là. Le gros signal au-dessus des 45 $, on va dire, grosso modo, c'est ça, hein, ouais, 42-43 $. Et puis derrière, bah, retour sur support sur 31-32 $. Ce serait aussi une opportunité à surveiller, à mon sens, sur ce dossier-là. Encore une fois, c'est de la biotech, c'est très risqué. No pain, no gain. Mais là, encore une fois, on n'est pas sur le truc le plus risqué de l'univers, le plus spéculatif du monde. Et en plus de ça, et voilà, je tenais quand même à vous mettre, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, donc je tenais quand même à vous faire découvrir peut-être ou mettre à l'honneur une société de biotechnologie américaine dans la vidéo, dans cette vidéo en particulier. Et enfin, bah, on terminera avec Zoom Communication. Donc là, alors vous connaissez sans doute. Donc là, on est dans le domaine de l'édition de logiciels. Mais Zoom, c'est quoi? C'est ceux qui, bah, par exemple, à l'époque du Covid, quand on disait bah, on fait un Zoom, c'est un peu ces logiciels de communication, tout simplement, de bureautique, bah, pour les entreprises principalement. Et donc Zoom, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on se met, moi ce que j'aime bien avec le titre, c'est que si on se met en mensuel, bah, c'est un titre qui a connu une envolée incroyable, voilà, pendant le Covid, et qui depuis, qu'on a fait x8 quasiment, et qui depuis bah, est revenu au niveau d'avant Covid en fait. Sauf qu'entre-temps, ils ont quand même engrangé pas mal d'argent. Donc là, on est en mensuel. C'est une société, je trouve, là, bah, qui est de mieux en mieux. Moi, vous savez, hein, ceux qui me suivent un petit peu, peut-être, ou qui me suivent depuis longtemps, qui connaissent un peu ma méthodologie ou qui sont membres aussi MTT, bah, vous savez, hein, j'aime bien ce genre de configuration. On a des bandes de Bollinger ultra serrées. En plus, on a une hausse des volumes récemment. On est au-dessus de M7, on est au-dessus de M20. On a tout qui est dans un mouchoir de poche. Il suffit de l'étincelle pour relancer le mouvement technique. Et moi, j'aime bien quoi. J'aime bien ce genre de config. J'aime bien ce genre de config. Je trouve que c'est une opportunité à surveiller. Voilà, titre qui a complètement, voilà, qui a pas mal d'arguments, hein, mine de rien. Ils ont pas de dette, ils ont pas mal de cash. Je sais plus maintenant exactement combien, mais ils ont plusieurs, ils ont une trésorerie nette de dette qui couvre un bon montant de la capi boursière du titre, quoi. Et puis encore une fois, voilà, techniquement, bah, ça se surveille. Là, vous avez le mensuel. Là, si je me mets en hebdo, ce sera peut-être un peu plus propre. Euh, voilà, je trouve qu'on a un titre qui est revenu. C'est ça que je voulais voir sur le titre. Voilà. Tac, je vais le faire bien. Voilà. On a un titre qui est revenu là, qui avait récemment cassé un gros niveau de résistance. Donc là, je suis en hebdomadaire, qui avait cassé pardon, un niveau technique important là. Qui avait fait des plus hauts récemment là en mai, en fait des plus hauts depuis plus de 4 ans. Donc un signal de force majeure. Vous voyez, en hebdomadaire, on est repassé au-dessus de la MM200 hebdo. Voilà, donc vraiment un titre qui a mangé son pain noir et qui, je trouve, petite hausse des volumes, vraiment une configuration technique à surveiller avec pas mal de potentiel. Là, on n'a pas échoué n'importe où récemment. Bon, on a échoué sur le contact d'une grosse zone. Alors là, c'est pas des points précis, on est plutôt dans des zones. On le voit bien, c'est un titre qui vivote assez vite, qui peut être assez capricieux, pardon, parfois. Mais c'est intéressant. Bon, on a échoué à 115. On revient là sur ce niveau des 90. Là, on est même allé un peu plus loin. On est allé à 85. On revient dessus. Moi, je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant dans cette zone 90 et pourquoi pas même 80 si on revenait à proximité de ce support oblique haussier. Pourquoi pas pour relancer le mouvement technique du titre derrière. Donc voilà, écoutez, bah, ce sera tout pour cette finalement assez grande vidéo qui fait plus d'1h15, mais toujours beaucoup de choses à dire. Et puis au début, je vous dis, voilà, encore test technique, mais à chaque fois, je suis en train de. C'est des valeurs, je les aime enfin, je les aime. Je les connais tellement, et puis on est tellement passionné que à chaque fois, j'ai envie de donner envie, comme on dit, quoi, d'avoir la même passion, et puis d'aller à chaque fois plus loin sur qu'est-ce que font ces sociétés-là, etc. En tout cas, voilà, j'espère que, encore une fois, voyez plutôt ça d'un point de vue, d'un angle, sous un angle
technique. L'idée, c'est vraiment plus de donner une thèse technique que des thèses, qu'une thèse fondamentale. Vraiment plutôt s'intéresser à des zones. Après, encore une fois, chez vous, bah, n'hésitez pas, si vous avez envie d'aller plus loin, c'est que des sociétés qui méritent d'être suivies, et décortiquées, je pense, activement et qui, à mon sens, réservent surtout, voilà, c'est ça que je voulais dire, réservent surtout du potentiel pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Sinon, je me serais pas permis de vous en parler, voilà, d'une société juste de dire: «Bon, bah, là, l'idée, c'est de jouer un rebond technique et après ça retourne à la cave». C'est pas ça l'idée, c'est que des sociétés dans lesquelles je suis intimement convaincu, qu'elles ont de bonnes chances, bah, d'aller plus haut et de créer de la richesse pour l'actionnaire à l'avenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez, j'ai pas prétention à vous apprendre des choses, mais que vous aurez, découvert des choses, on va dire, peut-être, dans votre manière de faire, de trader, de nouvelles valeurs à surveiller, et cetera, et cetera. Et puis, tout simplement que la vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas comme d'habitude à un petit commentaire, sur peut-être des sujets qui peuvent vous intéresser pour de futures vidéos, vu que c'est un format qu'on va essayer de réitérer avec Tino. Et puis sinon, bah, je vous souhaite à toutes et tous, une excellente journée, un excellent week-end. Profitez bien de l'été, surtout pour vous former, c'est bien l'été de mettre surtout avec des marchés un peu compliqués comme ça, un peu capricieux, de faire un peu plus de pédagogie, de donner un peu plus de temps au temps pour pas faire d'erreurs. Et puis, bah, voilà, je vous souhaite à tous, j'espère aussi, vous voir, nombreux et nombreuses à l'avenir, passer le cap et puis devenir membre, MTT, sur lequel, évidemment, bah, je suis, beaucoup plus actif, beaucoup plus présent et où je fais beaucoup de contenu, voilà, vu que c'est entre guillemets «mon travail». Et bah, écoutez, voilà, sur ces belles paroles, merci à toutes et à tous pour votre, en le nom de Tino aussi, bah, pour votre fidélité, pour votre bonne humeur et pour votre enthousiasme, au quotidien. Et puis, voilà, je vous souhaite un très, très bon week-end et puis n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir pour le référencement de la vidéo. Allez, ciao, ciao, c'était Xav sur le podcast de la bourse.